Robert Kiyosaki a vendu plus de 40 millions d'exemplaires de son livre Père riche, Père pauvre. C'est le livre sur l'argent le plus vendu de tous les temps, mais voilà le truc que personne ne te dit à son sujet. Sa société Rich Dad a fait faillite en 2012. Il devait 24 millions de dollars. Le mec qui t'apprend à devenir riche, le mec qui a vendu ses livres dans le monde entier, était techniquement ruiné. Alors, est-ce que Kiyosaki finalement est un génie d'investissement ou est-ce qu'il s'est enrichi en vendant du rêve à des millions de personnes? Dans cette vidéo, on va décortiquer 5 de ses conseils les plus célèbres. Je vais te montrer ce qui marche vraiment, ce qui n'est pas à reproduire, ce qui est dangereux et surtout ce qu'il ne te dit pas dans ses livres. Et à la fin, je te révélerai comment Kiyosaki s'est véritablement enrichi et a fait fortune. Et spoiler, c'est pas grâce à l'immobilier. Avant de juger ses conseils, il faut bien comprendre qui est Robert Kiyosaki, d'où il vient, quelle est son histoire. Parce que son histoire n'est pas exactement celle qu'il veut bien nous raconter dans ses livres, sinon ça serait trop beau. Dans Père riche, Père pauvre, Kiyosaki parle de deux figures paternelles. La première figure, c'est son père pauvre, c'est son père biologique, son vrai père, un homme éduqué, professeur qui croyait aux études et au salariat et qui, selon Kiyosaki, selon ce qu'il écrit dans ses livres, a fini sans argent et pauvre à la fin de sa vie. En parallèle, il y a son père riche qui serait le père de son meilleur ami, qui lui aurait appris comment investir et qui lui aurait appris les secrets de l'argent dès ses 9 ans. Alors c'est une belle histoire, sauf que personne n'y croit vraiment, personne ne sait trop si c'est vrai ou non, personne n'a jamais retrouvé ce fameux père riche. Certains journalistes ont enquêté et puis aucune trace. Et Kiyosaki a finalement fini par admettre lui-même au cours d'une interview que c'était peut-être un personnage composite qu'il aurait lui-même inventé. Alors est-ce que après ça veut dire que tout ce que dit Kiyosaki est faux? Bien évidemment que non. Mais ça veut dire qu'il faut prendre ses conseils avec du recul. Parce que Kiyosaki, avant d'être un gourou de l'investissement, c'était qui? Il a bossé chez Xerox comme commercial, il a lancé une boîte de portefeuille en nylon pour des surfeurs qui a fait faillite, il a lancé une boîte de t-shirts pour des groupes de rock qui a fait faillite. C'est seulement en 1997, à l'âge de 50 ans, qu'il a publié son livre Père riche, Père pauvre, et c'est là que tout a changé parce que le livre a explosé, il a fait des millions de ventes dans le monde entier, Oprah l'a recommandé, et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Mais attention, il devient millionnaire d'abord en vendant des livres et des séminaires, pas en investissant dans l'immobilier. On va donc voir ces 5 conseils les plus célèbres. Le premier est un conseil brillant, le troisième est un conseil dangereux, et le cinquième, c'est sans doute celui, et on le verra, qui a ruiné le plus de gens. Tu te souviens de la faillite dont je te parlais, de son entreprise en 2012? Garde bien ça en tête, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Parce que c'est le concept central de Père riche, Père pauvre finalement, et honnêtement, je dirais même que c'est son meilleur conseil, c'est le conseil le plus pertinent et qui a apporté le plus à un maximum de monde. L'idée est simple, c'est qu'un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui met de l'argent dans ta poche, alors qu'au contraire, un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ta poche. Par exemple, ta voiture, c'est un passif. Elle te coûte de l'argent chaque mois pour l'entretien, pour les révisions, pour le nettoyage, pour l'essence, etc. En parallèle, un appartement que tu vas louer, c'est un actif parce qu'il va te rapporter de l'argent chaque mois, il va te rapporter des loyers, et ce n'est pas toi qui les payes vu que tu auras utilisé l'effet de levier bancaire pour pouvoir emprunter cet argent. Donc il faut bien comprendre que d'un côté, les riches accumulent des actifs, les pauvres accumulent des passifs en croyant acheter des actifs. Ils vont peut-être se dire, je vais peut-être pouvoir revendre ma voiture plus cher, mais en réalité, ils s'appauvrissent de par leurs investissements. Donc jusque-là, c'est brillant, c'est une très bonne réflexion et c'est très bien synthétisé, la dualité est vraiment très bien pensée. C'est simple, c'est mémorable et c'est factuellement vrai. Mais, et c'est là que ça se complique, Kiyosaki dit que la résidence principale est un passif. Selon lui, ta maison te coûterait de l'argent à cause du crédit, à cause des charges, à cause de la taxe foncière et ne te rapporterait donc pas d'argent. Ce serait en réalité un passif. Et ça, c'est une vision très américanisée de la chose et qui ne s'applique pas tout à fait de la même manière en France parce que en France, ta résidence principale, c'est pas un passif, c'est un putain d'actif. Et finalement, c'est même vrai aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sur ta résidence principale, que tu empruntes à crédit le plus souvent, tu vas rembourser du capital chaque mois. Et le remboursement de capital, c'est de l'enrichissement, c'est de l'épargne forcée finalement. Donc dans 20 ans, tu auras un bien qui vaudra peut-être 200, 300, 400, 500 000 euros. Tu n'auras plus de loyer, tu n'auras plus de crédit à payer. Et surtout en France, la résidence principale, eh bien, c'est un énorme levier pour améliorer ton profil bancaire. Les banques adorent les propriétaires des résidences principales, ça montre que tu es stable, que tu sais déjà gérer et rembourser un crédit, ça te permet d'emprunter plus facilement pour du locatif si tu souhaites enchaîner les opérations. Donc le conseil actif versus passif est excellent, mais l'application ta résidence principale est un passif, c'est faux et ça ne s'applique pas au contexte français. Ce premier conseil, c'est vraiment la base de Kiyosaki, mais le deuxième va beaucoup plus loin et c'est là qu'il a changé la vie de millions de gens en bien comme en mal. Deuxième conseil, ne travaille pas pour l'argent, fais travailler l'argent pour toi. C'est la phrase la plus célèbre et la plus citée de Kiyosaki. Et elle est très puissante si on la comprend bien. L'idée, c'est qu'au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent, donc par là, il entend le salariat, tu dois créer des systèmes qui génèrent de l'argent pour toi
pendant que tu dors finalement, pendant que tu ne fais rien. L'immobilier locatif, c'est exactement ça. Tu achètes un bien, tu le loues, et chaque mois tu as des rentes, tu as des revenus, tu as des loyers qui rentrent sur ton compte bancaire, même quand tu dors, même quand tu es en vacances. Et sur ce point, Kiyosaki a raison. C'est le principe même de l'investissement. Cependant, et c'est un gros cependant, il oublie de dire quelque chose d'essentiel. Pour pouvoir faire travailler ton argent, il faut d'abord avoir de l'argent. Tu ne peux pas commencer par là, ou bien avoir accès à l'argent des autres. Et c'est là que le crédit bancaire entre en jeu. C'est là que le système français est incroyable et que la France est un véritable paradis bancaire, parce qu'on entend trop souvent parler des paradis fiscaux, mais on oublie trop souvent les paradis bancaires tels que la France. Aux États-Unis, c'est plus compliqué d'emprunter pour du locatif parce qu'on prête principalement pour la résidence principale, alors que en France, une banque peut te prêter jusqu'à plus d'1 million d'euros pour acheter un immeuble pour du locatif. Même si tu n'as pas cet argent, elle va te prêter l'argent pour que l'argent, finalement, tu le fasses travailler pour toi. Et c'est un levier énorme que Kiyosaki mentionne finalement à peine dans son livre. Parce que dans le contexte américain, eh bien, c'est pas aussi accessible, c'est pas aussi facile de faire les choses de cette manière. Donc oui, fais travailler l'argent pour toi, c'est vrai, c'est une excellente idée également. Mais en France, la phrase devrait plutôt être « fais travailler l'argent de la banque pour toi ». On a vu donc 2 conseils qui sont globalement bons. Maintenant, on va attaquer le 3e conseil, qui est celui qui a fait le plus de dégâts, à mon sens, celui qui a ruiné le plus de gens, et celui que tout le monde répète sans cesse, sans réfléchir même au sens profond de ce qu'il signifie. Tu te souviens au début quand j'ai dit que le 3e conseil était dangereux? Eh ben, on y est. Le 3e conseil, c'est le cash flow est roi. Achète des actifs qui génèrent du cash flow. Le cash flow, c'est la liberté financière. C'est le mantra de Kiyosaki. C'est vraiment le conseil qui a fait le plus de dégâts dans l'immobilier. L'idée, pourtant, elle semble logique. Tu achètes un bien, tu le loues, et si tu as un loyer qui est supérieur au crédit et à tes charges, eh bien, tu gagnes de l'argent chaque mois. C'est ce qu'on appelle le cash flow. Tu peux dégager 500 euros, 1000 euros, 2000 euros de cash flow. Et puis, on va te dire, avec ça, tu deviens libre financièrement. Sauf que cette vision des choses, cette vision de l'investissement est dangereusement incomplète, et je vais m'expliquer. Premier problème, pour avoir du cash flow, tu dois aller chercher du rendement. À partir de 8% de rendement, on dit que tu es à peu près généralement à un point d'équilibre, c'est-à-dire que tu ne perds pas d'argent, mais tu n'en gagnes pas non plus. Donc si tu veux vraiment dégager du cash flow, si tu veux vraiment dégager du rendement, tu vas devoir prospecter dans des zones qui vont dégager du 12, du 15, du 20%. Et où est-ce que tu vas aller trouver ce rendement? Eh bien, certainement pas à Paris, certainement pas non plus à Lyon, ni même à Bordeaux, ni même à Toulouse, ni même à Marseille, etc. Tu comprends la démarche. Tu vas trouver ce rendement dans des petites villes, dans des zones où finalement personne ne veut habiter, il n'y a pas vraiment de tension locative, il n'y a pas de dynamisme économique. Dans ces zones, les prix stagnent, voire baissent lors de certaines phases immobilières, pendant que le reste de l'immobilier français continue de grimper. Résultat, tu as peut-être 500 euros de cash flow par mois, mais ton bien ne se valorise pas. Et tu n'es pas assuré que dans 10 ans, il vaudra aussi cher que ce que tu as investi dedans pour l'avoir. Deuxième problème, le cash flow n'est absolument pas garanti. Un locataire qui part, c'est 2 semaines à 1 mois de vacances locatives. Alors tu peux bien gérer ça, tu peux avoir un bon turnover intelligent, ne pas perdre de jours, mais généralement, c'est environ un demi-mois que ça va te coûter. Un impayé d'un locataire, c'est des mois de procédure, des mois de galère, parfois tu n'es pas sûr de récupérer ton argent. Une chaudière qui lâche, c'est plusieurs milliers d'euros, et d'un coup ton cash flow finalement, ton cash flow de 500 euros, eh ben, il devient négatif, il devient moins 500 euros. Et je préfère largement mettre 200 euros de ma poche tous les mois, et ce de manière prédictible dans un bien qui va se valoriser peut-être de 40-50% et m'enrichir de 100 000 euros sur 10 ans, plutôt que d'encaisser 400 euros de cash flow par mois sur un bien qui stagne, qui ne va pas se valoriser, sur lequel je vais rembourser finalement peu de capital et qui va m'enrichir de peut-être 40 000 euros, 50 000 euros. La différence, elle est énorme, elle est de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur 10 ans. Et pourtant, si je choisis la bonne stratégie, la stratégie où je vais avoir un effort d'épargne à faire, même si bien entendu, je ne dis pas que c'est la stratégie adoptée, ça va jouer sur l'enrichissement long terme en ma faveur avec la stratégie à cash flow négatif. Parce que ce qui t'enrichit vraiment, bien, c'est pas le cash flow, c'est le capital remboursé par tes locataires tous les mois, et c'est la plus-value à la revente de ton bien parce que tu auras su valoriser ton bien et tu auras su bien acheter, c'est-à-dire acheter au bon prix. Le cash flow, c'est un indicateur de confort, ce n'est pas un levier d'enrichissement. Et ça, Kiyosaki ne le dit jamais parce que vise le cash flow, ça fait vendre des livres, alors qu'ils ont dit vise la plus-value dans 15 ans, ça fait pas cliquer, ça fait pas vendre. Le conseil numéro 3, c'est donc celui qui, à mon sens, a fait le plus de dégâts chez les débutants. Mais le conseil numéro 4, c'est celui qui fait le plus de dégâts chez les gens qui ont déjà un peu d'expérience, c'est le piège de l'ego. Kiyosaki divise le monde en 4 quadrants qu'il appelle ESBI. I, c'est pour employee, donc finalement tu travailles pour quelqu'un d'autre. S, c'est pour self-employed, tu travailles pour toi-même. B, c'est pour business owner, c'est-à-dire que tu détiens un système qui travaille pour toi. Et I, c'est pour investor, c'est-à-dire que ton argent travaille pour toi directement, donc tu n'as même plus d'équipe, tu n'as même plus rien à faire.
Selon lui, les riches sont dans le quadrant B et I, donc pour Business Owner et Investor, ce qui est plutôt logique, et les pauvres sont dans I et S. Et son conseil finalement, c'est de quitter le début du quadrant, de quitter le quadrant I pour employé, pour salarié, le plus vite possible, de devenir entrepreneur, de devenir investisseur et de vivre de ça. Ce conseil a inspiré des millions de gens à quitter leur job. Certains ont réussi, mais c'est une minorité et beaucoup se sont plantés parce que Kiyosaki oublie de dire un truc énorme. Ton job, ton CDI, ton salariat, celui qu'il méprise tant finalement, c'est en réalité ton meilleur outil pour pouvoir continuer à croître et pour pouvoir investir notamment en immobilier. En France, les banques adorent les CDI. C'est la stabilité, ça représente la sécurité, c'est ce qui te permet d'emprunter et de réitérer les opérations, c'est ce qui solidifie ton profil bancaire. Et si tu quittes ton CDI pour devenir entrepreneur, pendant 2-3 ans minimum, aucune banque, en tout cas seule, n'acceptera de te prêter de l'argent pour investir en immobilier parce que tu n'as pas de revenus stables, tu n'as pas de visibilité sur ton business et finalement, tu es un électron libre aux yeux de la banque, imprédictible et risqué. J'ai vu des gens quitter leur job de cadre à 4 000 € par mois pour vivre de leur rente, de leurs 2 000 € de cash flow par mois. Résultat, ils ne peuvent plus emprunter, ils ne peuvent plus investir et ils se retrouvent bloqués avec un salaire de misère. Le vrai conseil, à mon sens, ce serait plutôt garde ton CDI, utilise-le intelligemment pour emprunter de l'argent, construis ton patrimoine petit à petit et ensuite, quand tu as assez de revenus passifs, là, tu peux envisager de quitter ton job. Mais forcément, quand on te dit continue de bosser, ça fait pas vendre des séminaires à 5 000 €. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Je t'ai dit qu'on verrait vraiment comment Kiyosaki a fait fortune, et on y arrive, et c'est le conseil numéro 5, celui qui finalement révèle toute la supercherie de Kiyosaki. C'est le moment de fermer la boucle, tu vas comprendre pourquoi Kiyosaki est à la fois un génie et un businessman avant tout. Il a répété, l'éducation financière, c'est le plus important. Investis d'abord pour te former dans ta propre formation, investis sur toi. Les riches apprennent toujours et continuent toujours d'apprendre. Sur le principe, c'est vrai. L'éducation financière, c'est crucial. Comprendre l'argent, les investissements, la fiscalité, ça change une vie. Mais, et c'est là que tout s'éclaire, si tu regardes bien comment Kiyosaki applique ce conseil, c'est totalement différent. Il a vendu des livres, il a vendu des dizaines de livres à 20 € pièce. À l'unité, c'est pas grand chose, mais quand tu as vendu 40 millions d'exemplaires, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Il a vendu des séminaires, des week-ends à 500 €, des programmes à 5 000 €, des masterminds à plus de 40 000 €. Il a vendu également des jeux de société, Cashflow 101, Cashflow 202, 200 € le jeu. Il vend des licences, des gens payent pour pouvoir utiliser ses licences, son nom, pour pouvoir vendre ses formations Rich Dad. Tu comprends le délire? Kiyosaki n'a pas fait fortune avec l'immobilier, il a fait fortune en vendant l'idée de faire fortune avec l'immobilier. Donc est-ce que c'est mal? Pas forcément, ses livres ont quand même aidé des millions de gens à s'intéresser à l'investissement sous toutes ses coutures. Il a démocratisé des concepts qui sont à mon sens très importants, mais il faut voir la réalité en face. Son business model, c'est pas l'investissement, c'est l'éducation, l'investissement. Et ça explique pourquoi ces conseils sont parfois assez simplistes, parfois dangereux, parfois aussi inadaptés au contexte et à la situation en France, parce que son objectif n'est pas de te rendre riche en réalité, son objectif c'est de vendre des livres et des séminaires et de s'enrichir par là même. Vise le cash flow, ça fait vendre, quitte ton job, ça fait vendre, deviens millionnaire, ça fait vendre, alors que construire un patrimoine solide, patiemment, petit à petit, sur 15 ans, en gardant ton CDI et en acceptant un cash flow négatif au départ, ça fait pas rêver du tout. Maintenant que tu sais tout ça, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on garde dans tout ça et qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas à prendre. On a vu les 5 conseils, on a vu ce qui marche, on a vu ce qui ne marche pas, ce qui est dangereux, et voilà mon verdict. Ce qu'il faut garder, c'est la distinction d'abord entre passif et actif. C'est un framework mental qui est très puissant. Avant chaque achat, avant chaque investissement, que ce soit immobilier ou autre, pose-toi la question, demande-toi, est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça me force à en sortir? L'idée aussi de faire travailler l'argent pour soi. L'investissement, c'est exactement ça finalement, c'est créer des sources de revenus qui ne dépendent pas de ton travail, qui ne dépendent pas de toi et de ton temps. L'importance de l'éducation financière, enfin, comprendre l'argent, c'est essentiel, mais attention à qui t'éduque et pourquoi elle le fait. Maintenant, ce qu'il faut jeter, ou en tout cas adapter, tout d'abord, ce que je disais au début, ta résidence principale est un passif, c'est faux en France. C'est un actif, et en plus de ça, ça améliore ton profil bancaire. Vise le cash flow à tout prix, à mon sens, c'est dangereux. Ce qui t'enrichit, encore une fois, c'est le capital remboursé et c'est la plus-value à la revente et c'est pas le cash flow mensuel. Quitte ton job pour devenir entrepreneur, pas avant d'avoir construit ton patrimoine, j'ai envie de te dire, ton CDI, c'est ta garantie, c'est ton levier bancaire, c'est ta fusée pour atteindre tes objectifs finalement. Et enfin, deviens millionnaire rapidement, l'immobilier, encore une fois, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est 10, 15, 20 ans, pas 2-3 ans de vision. Verdict final, Robert Kiyosaki n'est ni un génie, ni un arnaqueur, c'est simplement un businessman, c'est un excellent marketeur qui a popularisé des concepts néanmoins importants, mais ces conseils sont simplifiés pour pouvoir vendre à la masse, pour pouvoir vendre au plus grand nombre. Ils sont adaptés au contexte américain et ils sont parfois dangereux si tu les appliques bêtement à la lettre sans comprendre ce qu'ils sous-entendent. La vraie leçon que nous enseigne Kiyosaki, finalement, ce n'est pas de faire ce qu'il te dit de faire, mais c'est de faire ce qu'il fait lui-même. Il a construit un empire en vendant de l'éducation, pas en achetant des immeubles. Et si tu veux vraiment
t'enrichir avec l'immobilier, fais pas ce qu'il te dit. Regarde ce que font les vrais investisseurs patrimoniaux. Ils gardent leur CDI, leur travail pour emprunter, ils optimisent leur profil bancaire au maximum, ils acceptent parfois un cash flow à l'équilibre, voire faible au début, ils achètent dans des zones qui se valorisent, ils ont une vision à 10, 20 ans, pas à 2-3 ans, et ils construisent tout leur patrimoine patiemment avant de quitter leur salariat. Forcément, c'est moins sexy que devenir millionnaire grâce à l'immobilier ou obtient ta liberté financière grâce au cash flow, mais c'est ce qui marche vraiment. Pour résumer, Kiyosaki a eu un impact énorme sur la culture et sur l'investissement. Il a inspiré des millions de gens, moi y compris, quand j'ai voulu enfin me sortir de mon inaction en 2022, quand j'ai commencé à m'intéresser à la gestion de mes finances personnelles. Mais en creusant, en investissant sur moi-même, en faisant des erreurs et en apprenant, j'ai compris que ces conseils étaient parfois incomplets, parfois dangereux. J'ai moi-même cru au cash flow au début. Mon premier bien, c'était une stratégie purement cash flow. Je me souviens que je stressais à l'idée de savoir si oui ou non j'allais bien faire mes 600-700 euros de cash flow net par mois que j'avais prédit. Mais ce bien aujourd'hui, je suis en train de le revendre parce que j'ai compris que l'argent qui était immobilisé dedans, 70 000 euros environ, je pourrais les utiliser pour lever beaucoup plus gros, beaucoup plus de patrimoine ailleurs et de meilleure qualité. Si tu veux comprendre comment je perçois l'immobilier, comment j'adapte ma vision qui est à contre-courant de tout ce que tu entends partout, j'ai créé un canal WhatsApp où je partage du contenu concret, des analyses chiffrées, des réflexions qui vont à l'encontre du consensus, de la doxa dominante du cash flow. Pas de promesse de devenir rentier en 2 ans, pas de promesse de gain facile, juste de la vraie réflexion sur comment se construire un patrimoine immobilier solide et pérenne. Le lien est en description, c'est gratuit, c'est sans engagement, et si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux être accompagné de A à Z jusqu'à ton premier loyer encaissé, et je ne te parle pas là d'une énième formation immobilière où on te lâche dans la nature sans que tu saches réellement quoi faire, mais d'un véritable mentorat, le lien pour réserver un appel est également en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.